Bonjour, merci de m'accueillir. Donc, l'hypothèse de cette toute petite intervention, c'est que les mobilités ne sont plus à traiter, selon moi, pour elles-mêmes, mais comme des véritables charnières pour créer du sens et une nouvelle chaîne de valeur par les territoires. Hein, c'est un peu l'objet de l'avant-dernier bouquin que j'avais fait sur l'économie par les territoires. C'est renverser les paradigmes d'une société de circulation pour être davantage dans des sociétés d'animation territoriale. Donc ce que je vais voir en trois parties, c'est d'abord le modèle qui nous dirige quelque part, pour ensuite voir ses impasses avant d'envisager, évidemment de manière sommaire, quelques solutions. Tout d'abord, le modèle en fait, qui nous gouverne quelque part, très directif depuis les Saint-Simoniens, depuis la Révolution industrielle, c'est un modèle d'obsession de la vitesse, un modèle circulatoire, un modèle où les valeurs seraient dans les flux, avec finalement, depuis l'invention de la vitesse qui a été évoquée par Christophe Studeni au XIXe siècle, un sacre du temps présent, toujours plus vite, toujours plus loin, et du coup, après des progrès techniques qui ont accumulé cette obsession de la vitesse et de la circulation. Hein, le chemin de fer, bien entendu, hein, donc la fameuse automobilitas, la capacité incroyable à se déplacer tout seul vers où on souhaitait. Et après, évidemment, l'essor des technologies. Je lisais l'autre jour que chaque jeune Américain envoie 100 SMS par jour et consulte 76 fois son mobile pour voir s'il a des messages. Donc on est vraiment dans une obsession, hein, et principalement en Bretagne, où, comme le rappelait Michel Fliponneau, l'obsession du désenclavement a été très très présente depuis le Célib pour privilégier des routes, aujourd'hui des lignes à grande vitesse, aujourd'hui des aéroports, qui représentent l'essentiel des investissements. C'est-à-dire qu'en fait, le culte de la vitesse, hein, une sorte de dictature de la trotteuse, a entraîné une équation très simple. La vitesse étant l'espace sur le temps, on a privilégié le temps court, et du coup on a gommé les territoires, quitte parfois à les détruire, hein, et à ne plus les considérer comme étant des leviers d'un véritable développement. Deuxième partie, les impasses de cela selon moi. Alors je vais le voir par un jeu d'échelle et les problèmes de vision. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, on a toute une série d'externalités négatives liées à cette fascination pour les transports, l'environnement, mais aussi les congestions, etc. À l'échelle nationale, on voit aujourd'hui la limite des grands projets, puisqu'on ne traite plus du bruit de fond des mobilités. Je regardais par rapport au TGV Bretagne, en réalité un tronçon qui court du Mans à Rennes, eh bien, l'ensemble des trafics ferroviaires bretons, c'est 10 millions de voyageurs par an. Le trafic automobile, ne serait-ce que des actifs en Bretagne, c'est 10 millions de voyageurs par jour. De quoi on s'occupe en fait? N'oublions pas les populations, alors qu'il y a des problèmes en plus avec l'urbanisation, finalement d'exclusion par la mobilité de plus en plus fort pour les classes essentiellement les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on a une vision techniciste, une vision qui privilégie les grands projets. Avec, on avait beaucoup travaillé là-dessus avec Philippe Méneraud, l'apologie aujourd'hui des pôles d'échange multimodaux. Et ce qu'on constatait, en fait, c'est qu'on concentre, avec des logiques de hub, les mobilités efficaces sur quelques points forts. Alors ça a des atouts, parce qu'on a une conciliation des mobilités à courte, moyenne et longue distance, mais ça a aussi des limites, parce que finalement, on qualifie de pôles d'échange des lieux où il y a peu d'échanges. Ce sont des lieux de croisement des gens, il n'y a pas d'échange là-dedans. On a supprimé les bancs, etc. Et au-delà de ces lieux un petit peu centraux, on oublie toutes les mobilités ailleurs qui finalement sont des mobilités forcément par automobile et qui représentent l'essentiel des déplacements. Donc en fait, on a une vision qui est vraiment basée sur les flux, une vision techniciste, avec derrière le tertiaire quand ça circule, et on oublie effectivement l'emploi industriel, comme le disait M. Julien, les capitaux créateurs de valeur, etc. Des visions très individualistes, hein, y compris dans les pôles d'échange multimodaux, où dans l'ouvrage qu'on avait fait, on était arrivé à l'époque à des réflexions sur il y a des chaînes aujourd'hui de déplacement des usagers. Ok, les usagers très bien, mais on oublie le collectif. Et par ces projets très concentrés, souvent urbanophiles, on oublie en fait, selon moi, qu'il y a d'autres stratégies d'aménagement. Je regardais par exemple en Suisse, hein, dans la thèse que j'avais faite sur le TGV, qu'on prend des mobilités de pôle à pôle, de gare à gare, et on regarde le gain de temps, mais on oublie toutes les mobilités
de maison à maison, de point de départ ou au lieu de travail. Et quand je faisais des calculs sur la Suisse, entre la France et la Suisse, sur d'un côté le TGV français et de l'autre côté les tortillards suisses, comme il y a des très très bonnes dessertes de transport collectif très diffusées et très maillées sur le territoire, je constatais que dans la plupart des cas, les mobilités suisses étaient plus rapides que les mobilités en fait, générales des Français, parce que des fois il faut mettre 3 quarts d'heure pour arriver à la gare, se garer, etc. etc. De la même façon, cette vision duale en France, transport collectif, transport individuel, eh bien, ça oublie des situations transversales. Par exemple, la voiture en commun. On en a beaucoup parlé ce matin avec le covoiturage, copartage, etc. Est le grand oublié, alors que ce sera très certainement un élément plus souple permettant des mobilités mutualisées pour demain. D'où, selon moi, 3 exigences. D'abord, en fait, traiter du bruit de fond des mobilités. Et cela implique un changement d'échelle. Plutôt que de privilégier le loin, le rapide, l'international, même s'il le faut pour mais une minorité, hein, souvent d'hommes d'affaires et autres, eh bien, c'est traiter aussi les échelles locales et régionales. Différents scientifiques ont montré en gros que 83% de la vie des gens, c'était dans un périmètre de 20 minutes. C'est là où vont chercher les enfants à l'école, ils vont faire leurs courses, ils travaillent, etc. Et en fait, cela, on s'en intéresse, en France, on s'y intéresse très peu. Deuxième point, au-delà de ces visions individuelles, souvent, à partir de ces immenses projets, on oublie les dynamiques de société. Or, ces dernières, alors elles sont déjà un petit peu en route avec le covoiturage, etc., mais elles sont relativement peu animées, alors qu'on a une interaction entre les mobilités numériques et les mobilités dites, les mobilités dites numériques et les mobilités mécaniques, qui est de plus en plus forte. On l'a très très bien vu ce matin. Donc je crois qu'il y a, en troisième point, un renouveau de ce que sont les mobilités au plan théorique et presque philosophique. Quand je regardais l'évolution des concepts philosophiques, on est passé du transport, après les réseaux, puis après l'apologie des mobilités. Or, à l'origine, la mobilité, c'est l'inconstance, hein, si on prend l'étymologie grecque, en opposition à immobilitas. C'est aussi la futilité, c'est aussi un peu le dérisoire au-delà de l'essentiel. Alors, il ne s'agit pas de contrer ces éléments de mobilité aujourd'hui indispensables et de revenir au siècle des diligences, hein, à une époque où il fallait 10 jours en moyenne pour faire Paris-Brest, personne ne regrette ce temps-là, où il fallait aller à la poste pour mettre une lettre, écrire, etc. Bon, ça paraît, même si ça existe encore, ça paraît un peu éculé. Mais en fait, c'est considérer les mobilités véritablement comme des leviers d'animation des territoires et de rencontre entre les gens. Les mobilités, c'est plus un temps interstitiel entre le lieu de vie et le lieu de travail. La mobilité doit être perçue comme cette charnière entre le lieu public et le lieu privé, entre l'individu et le collectif, entre l'espace où on consomme peu malgré les évolutions technologiques et l'espace où on consomme. Et donc, les mobilités doivent être perçues comme étant des éléments d'animation des territoires, et non plus pour elles-mêmes. C'est-à-dire en quelle mesure les mobilités peuvent fertiliser un territoire, à savoir que le point clé me semble être de réfléchir à cette nouvelle interaction entre les territoires locaux et régionaux pour l'essentiel, même s'il y a d'autres mobilités, et en fait la production d'activités économiques, que ce soit dans le territoire au plan industriel, au plan des nouvelles technologies. C'est-à-dire que, en conclusion, je tiens mon temps ? Ouais. La mobilité, pour moi, est aujourd'hui un véritable levier, à la condition qu'on rétablisse l'équation V égale E sur T, hein, où on a gommé beaucoup le temps, pour établir un équilibre entre, évidemment, il faut bouger, évidemment, il y a les nouvelles technologies, mais ce ne sont pas des mobilités pour elles-mêmes, mais pour construire un territoire. D'où, en fait, il me semble que les mobilités ouvrent aujourd'hui un nouveau champ pour également construire une sorte de projet social. À savoir qu'on a aujourd'hui des nouveaux types de partage, on l'a vu ce matin, des partages de voitures, une mobilité qui peut être de l'activité, de nouveaux mixtes qui correspondent très bien à la société nouvelle, et on peut envisager en fait des territoires comme étant des laboratoires d'une écomobilité constructive de ces mêmes lieux,
et même aller plus loin en envisageant des tiers-lieux de mobilité constructive, à savoir que les mobilités aideraient à fertiliser. Et c'est ce point-là qui me semble le plus fort. Les mobilités aideraient à fertiliser les territoires. Enfin, je n'ai pas le temps de développer ça, mais j'avais beaucoup travaillé sur des mobilités qui pouvaient être subies ou choisies, parce que plus personne ne sait définir ce que c'est une mobilité. Et en fait, est-ce que par exemple, si je commande une pizza et je fais bouger quelqu'un, je suis mobile? C'est une vraie question. Et je crois qu'aujourd'hui, le terme de mobilité qui est à la mode doit être revisité entre le fait de se déplacer, et là, effectivement, je bouge d'un espace à un autre, et le déplacement, où on peut déplacer des idées par le numérique, déplacer d'autres personnes par le numérique. Et donc, pour finir, pas trop de temps de développer cet enjeu, mais un des axes des gouvernants, des décideurs, des chefs d'entreprise, je crois aujourd'hui, c'est de bien envisager les nuances entre les déplacements et le fait de se déplacer de manière choisie. Donc là, évidemment, le déplacement est un atout pour accéder à la culture, au commerce, aux services, à la vie sociale, etc. Et le déplacement ou le fait de se déplacer de manière subie. Et là, il y a beaucoup de choses aussi pour justement favoriser les économies pour le budget des ménages, hein, qui est entre 16 et 18% aujourd'hui du budget des ménages est lié au déplacement, et avancer sur de nouvelles considérations collectives. Donc, tout simplement, ce que je voulais évoquer, c'est que c'est vraiment, selon moi, un enjeu de philosophie. On avance plus souvent dans notre monde par des idées, par des représentations. Et aujourd'hui, c'est peut-être une nouvelle philosophie, davantage axée sur la territorialité, la reterritorialisation, que sur le bougisme, qui me semble être un élément précieux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean Olivreau.